Cerno, épisode 41. 3, 2, 1. C'est le matin, je suis pas très réveillé, je suis de retour à Paris et je reprends le fil de cette deuxième saison. Donc pour le moment je laisse un peu tomber les lieux de crime et je me laisse un peu guider par les personnes qui me contactent pour me dire qu'ils ont connu Paulin, de près ou de loin. Comme d'habitude, je sais pas trop où tout ça me mène, mais petit à petit, je reconstitue un puzzle de la personnalité du tueur. Alors là, je suis rue du Faubourg Montmartre, à quelques mètres en fait de là où a été tuée la première vieille dame, Anna Barbier-Pontus, rue Saulnier. Donc de là où je suis, je peux voir les Folies Bergères. Et je me dirige vers le numéro 8, c'est-à-dire devant le Palace, qui est toujours, je sais pas, une boîte de nuit, une salle de spectacle, quelque chose comme ça, qui était assez célèbre dans les années 80. J'ai rendez-vous avec une personne qui s'appelle Alexis Pierre, qui m'a contacté sur Messenger pour me dire qu'il avait bien connu Thierry Paulin dans les années 80 et qu'il avait photographié quelques-unes de ses soirées, dont la dernière, je crois, au Tour-Tour, restaurant du 1er arrondissement. Et il m'a donné rendez-vous devant le Palace parce que c'est là qu'il l'a rencontré. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. C'est peut-être bien la mort. Boum boum. Faut toujours croire en l'être humain. C'est pas vrai. Françoise! Elle me hante en fait depuis toujours. Le passé ne revient pas. Notre société aime les corps jeunes. Ne laissez pas traîner vos grands-mères, laissez pas traîner vos grands-mères. Torture, coup de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Le diable, c'est pas celui-là qu'on te monte à la télé avec une grande queue. Mais j'arrive devant le Palace et je vois un homme avec un manteau bleu. Cet homme s'allume une clope. Et bonjour. Vous êtes Alexis Pierre ? Oui. Julien ? Bonjour Julien. Enchanté. Enchanté, moi de même. Ça va ? Bien et toi ? Ouais, ça va. Ouais. On se tutoie ? Ouais, bah oui. Bon, alors, par où on commence en fait ? Ah bah écoute, moi c'est là que tout a commencé avec Thierry Paulin. Je l'ai rencontré dans des soirées au Palace. Et des soirées où il rinçait un peu tout le monde. Il y avait toute une foule de gens autour de lui. Et à l'époque j'étais photographe, je faisais les nuits parisiennes. Et donc je faisais les soirées du Palace en photo, entre autres. Et j'ai lié connaissance avec lui, on est devenus entre guillemets potes, enfin potes de soirée et potes de nuit. Parce qu'il était là tout le temps avec toute une foule de gens, il rinçait. Et un soir, il m'a invité à son anniversaire, qui fêtait rue Quincampoix, pour faire la soirée en photo. Donc je suis allé à son anniversaire faire la soirée, ça. Et on devait se voir 2-3 jours après. Et pas de nouvelles, j'ai appelé, à l'époque il n'y avait pas les portables, c'était des fixes, donc j'appelais, pas de nouvelles. Et le jeudi soir, donc, je découvre en sortant de soirée, dans un bar il y avait le Figaro qui traînait, et il y avait Thierry Paulin, le tueur des vieilles femmes, arrêté. Et je me dis, tiens c'est marrant, c'est l'homonyme d'un gars que je connaissais le patron, je dis ce que tu as vu, je dis c'est vraiment drôle, je connais un gars, c'est le même nom. Et je lis la description du gars, et là je m'aperçois que c'est lui, quoi. Donc dardard, j'ai appelé l'AFP pour vendre les photos de la soirée. Et là il y a eu les photos qui ont été diffusées dans le monde entier. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que c'était lui ? J'ai halluciné, j'ai vraiment halluciné. Et en plus, quand j'ai appris que la soirée de son anniversaire, il l'avait payé parce que la veille il avait tué 2 vieilles femmes, ça a été un choc. Donc là on est devant le Palace. Moi je savais pas que c'était ici le Palace. Ouais. Et donc c'est un c'était théâtre. Ouais, enfin à l'époque c'était une boîte de nuit, c'était le haut lieu des fêtes parisiennes, c'était dans les années 80. Il y avait le Palace, les Bains-Douches, Club Olivia Valère, le Régine, toutes ces boîtes-là, la Locomotive à côté du Moulin Rouge. Ça, donc on tournait dans les boîtes, on était 4-5 photographes à faire ça. Et on revendait nos photos le lendemain. Il y avait un magazine à l'époque qui s'appelait Paris Magazine, qui n'existe plus, qui faisait une dizaine ou une quinzaine de pages sur les nuits parisiennes. Et donc on revendait les photos, c'était ça 24/24 pratiquement, on dormait pratiquement pas.
Tu étais tout jeune, j'imagine. Ah oui, parce que je suis né en 68, donc j'avais 17-18 ans quand j'ai commencé. Et t'es né ça? Ah bah à l'époque, ouais, parce que quel gamin de 17-18 ans n'aimerait pas faire la fête à l'œil, entre guillemets, parce qu'on rentrait gratuitement, évidemment. À l'époque, c'était payant. Et puis au milieu des stars, quoi. Il y avait toute la clique des années 80, quoi. Étienne Dao, Rita Mitsuko, Pauline Lafont. Ici? Ah ouais. Ça paye pas de mine en tout cas maintenant. Non. Mais à l'époque, c'était vraiment... avec les bains, c'était le haut lieu de la nuit parisienne, quoi. Il fallait montrer patte blanche pour pouvoir rentrer, quoi. C'était pas ouvert à tout le monde, quoi. Donc c'était vraiment hyper branché. Ouais. Il y avait la jet set. Et Thierry Paulin, il était dans ce milieu-là, quoi. Il était carrément dans ce milieu-là, il connaissait beaucoup de monde, parce que tout le monde le connaissait. C'était un gars qui voulait vivre cette vie, quoi, de star, il voulait être une star. Il fait froid, tu veux qu'on aille boire un café? Ouais, avec plaisir. Juste à côté, là? C'est ouvert? Bonjour. On peut prendre un café? Sur place. Merci. Comme tu me disais, donc il fréquentait des stars, il voulait être de ce milieu-là. Disons qu'il les fréquentait, il essayait de les inviter à sa table, tout ça. Bon, alors il y en avait quelques-uns pour lui faire plaisir, ils allaient boire un verre, ça, mais il voulait faire partie de ce milieu-là. Il a fait plein de soirées, il a fait des soirées sur des péniches, il a fait des soirées au cirque d'hiver. Il essayait de rentrer dans ce milieu-là, d'être connu. Voilà, en faisant des soirées. Donc je sais pas si vraiment il allait réussir, à part avoir tous les piques-assiettes qu'il a eu autour de lui, parce que tous les gens qui avaient à ces soirées, c'était des gens qui en profitaient, parce que le gars il rinçait tout le monde. Donc c'était un peu le playboy de la nuit qui s'entourait de toute cette faune. Et lui il était content, voilà, il arrivait à se faire remarquer. Tous ceux qui sortaient tous les soirs au Palace, au bain, tout ça, tout le monde le connaissait. Un café, oui, volontiers, un espresso. Ouais, pareil. T'étais quel genre de garçon? Moi? J'étais quelqu'un qui... je bouffais la vie, quoi. Je voulais absolument réussir à faire ce que je voulais faire, donc j'ai tout mis en mon pouvoir pour le faire, quoi. Je me suis jamais laissé décourager, j'ai forcé les portes jusqu'au jour où on me les a ouvertes, quoi. Ça a démarré où je faisais le pied de grue devant le Palace pour pouvoir rentrer. J'ai attendu plus de 6 mois avant de pouvoir rentrer, hein. Je venais tous les soirs là, et les videurs c'était encore toi, on t'a dit non, c'est non, quoi. Jusqu'au jour où à l'époque c'était le directeur artistique, je crois, des soirées, je me souviens plus de son nom, qui m'a vu là et puis qui a dit bon allez rentre, et il m'a fait rentrer, puis là c'est parti, quoi. Et après je suis rentré partout comme ça dans toutes les autres boîtes, donc j'en avais plein les yeux, quoi. Voilà, je côtoyais les stars de l'époque, je dînais avec eux, je faisais des soirées avec eux, et en même temps j'en vivais, donc c'était génial. Ambiance surréaliste. Elle est de circonstance ce soir au Palace, un des fleurons de la nuit parisienne dont la règle d'or est de cultiver un certain sens du délire. On invente ici en permanence le sens de la fête, où chacun espère se faire remarquer, tout en observant du coin de l'œil les invités les plus prestigieux. Il y avait des Stones, d'ailleurs ils ont débarqué un soir, hein, là, en direct des États-Unis, ils sont arrivés avec leur jet, je sais pas quoi, ils sont arrivés là au Palace, ça a été un truc de fou, quoi, les Stones au Palace, quoi. Et qu'ils ont passé quelques heures là, ils sont repartis. C'était hallucinant, quoi. Paulin, il y avait toujours la même table ou pas? Ouais, c'était toujours un peu au même endroit. Le Palace, quand tu rentres, il y a un long couloir comme ça, et après tu avais un bar à gauche et une grande pièce. Et une scène au fond. Et donc il y avait plein de gens partout. Et lui, il était pratiquement au milieu de la pièce. Il y avait une rangée de tables, des petits guéridons comme ça. Et là, 40-50 personnes qui végétaient autour, avec des verres partout, des bouteilles partout. Et ça criait, ça dansait sur les tables. Mais lui, toujours très zen. Lui, c'était pas le fou, hein. C'était le gars toujours posé, cool, quoi, classe, voilà. Il y avait cette faune, mais il se mélangeait pas non plus. Il les invitait, c'était pour faire le nombre, quoi. Je pense que c'était plus pour se faire remarquer, pour qu'on se dise qu'est-ce qui se passe là-bas. Il faisait pas vraiment la fête, quoi.
C'était un grand gars. Il était impressionnant, un peu. Puis bon, décoloré en blond. Il avait un look à l'époque qui détonnait, quoi. Il était dans le ton, mais en même temps, on voyait que lui. Au milieu des 40-50 personnes, on voyait que lui, quoi. Déjà, c'était le seul qui gesticulait pas comme les autres. Et puis par sa prestance, quoi. On voyait que lui. Quoi. Mais il faisait tout pour qu'on ne voit que lui, quoi. Tu te souviens de la toute première fois que tu l'as rencontré ? Alors je me souviens que je l'avais rencontré parce que c'était à une soirée où il avait, une de ces soirées où il y avait toujours plein de monde autour de lui. Et puis je m'étais un peu approché pour voir qui il y avait, qui c'était, pourquoi il y avait cet attroupement. Et là j'ai tourné un peu donc autour, voir si je reconnaissais des visages. Ça, c'est lui qui m'a abordé, parce que évidemment j'avais mes appareils et tout ça, et qui m'a dit « Ah mais si tu veux, tu peux nous prendre en photo, tu peux ci, tu peux ça ». Je fais « Oui, mais bon, quel intérêt ?» Enfin je me suis dit, voilà. Puis bon, pour lui faire plaisir, j'ai déclenché 2-3 fois le flash, mais sans prendre de photos, parce qu'à l'époque, c'était pas des appareils numériques, quoi, c'était de l'argentique, donc ça coûtait cher quand même, surtout avec mes moyens. Donc j'ai déclenché 2-3 fois le flash, voilà, histoire d'eux, mais j'ai jamais fait de photos de lui à ces soirées-là, malheureusement. Mais c'était comme ça, et puis après, on s'est pas liés d'amitié, mais on se connaissait, voilà, c'était devenu une connaissance, et à chaque fois qu'il était là, j'allais le voir, on se saluait. Il m'offrait des verres, et voilà. Mais lui, il rêvait qu'on fasse des photos de lui, il rêvait qu'on le prenne en photo. Je sais pas ce qu'il espérait, parce que aucun magazine nous aurait acheté les photos d'un inconnu qui fait des fêtes au Palace. Parce que pour la presse, c'était un inconnu, mais lui, il voulait forcer les portes, quoi. Il voulait exister, quoi. Il voulait être quelqu'un. Et à l'époque, tout le monde voulait rentrer dans ce milieu-là, tout le monde voulait rentrer dans les soirées, la jet set, ça tournait vraiment, hein, sur Paris, c'était énorme. Il y avait les stars tous les soirs, quoi, dans toutes les boîtes. Quand je t'écoute, je me dis que Thierry Paulin, c'était vraiment un enfant de l'époque. Ouais, complètement, complètement, mais lui, il voulait plus, quoi. Lui, il voulait qu'on... Enfin, c'est une forme de folie, quoi, qu'il avait, de vouloir être reconnu comme quelqu'un d'important, comme un gars incontournable des fêtes parisiennes, ce qu'il était un peu devenu pour toute la faune qui sortait, quoi. Tout le monde connaissait Paulin. Donc, il t'avait sûrement approché un peu pour se servir de toi, pour que tu prennes des photos de lui et qu'on le voit partout, quoi. Ah oui, complètement, tous. Il a essayé avec tous les autres photographes, avec tout. Moi, j'étais le seul à me dire, bon, allez, pourquoi pas, moi, je bois à l'œil. T'étais le plus jeune aussi. Aussi, voilà, bien sûr. Une série de photos restera dans les mémoires, celle de Thierry Paulin le jour de son anniversaire dans une boîte branchée de la capitale. Une série de photos restera dans les mémoires. Quand il m'invite à sa soirée, moi je lui ai dit ok, je viens, je fais les photos, mais c'était un contrat qu'on avait, quoi. À l'époque, il devait me payer la soirée 6 ou 7 000 francs, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit c'est énorme, c'est super. Donc j'y ai couru. C'est-à-dire 1 000 € à peu près. 1 000 € de maintenant, ouais. Mais... C'est énorme. Hein. Ah ben pour l'époque, dans les années 80, c'était énorme. 7 000 francs. Le SMIC, je crois qu'il était à 4 500 ou 5 000 francs. Donc sur une soirée, se faire 7 000 francs, c'était énorme. Donc oui, j'y ai couru. Et puis à l'époque, je gagnais 500 francs par mois. J'étais apprenti, donc c'était plus d'1 an de salaire. Donc ouais, j'y ai couru avec plaisir. Moi déjà j'étais là dans l'optique de faire les photos, si tu veux, de la soirée, donc je me suis pas, j'étais pas dans le truc fiesta, machin, j'étais dans le truc, fallait que je réussisse ma soirée, parce que voilà, il y avait 7 000 francs à la clé, donc j'étais concentré sur ce que je faisais, je le suivais, je le prenais en photo. D'ailleurs la photo où il est avec sa coupe, elle est passée partout, c'est celle qui le représentait le plus, et en plus par rapport aux horreurs qu'il a fait, tu vois, le gars il est là, il pose avec sa coupe de champ, tu te dis la veille il vient de tuer 2 vieilles, ça a marqué, quoi. Quand on voit cette photo, on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de diabolique en fait. Ah ouais. Quand je le vois, quand je la revois cette photo, à chaque fois je me dis putain, le gars là, il est là, il pose fier avec sa coupe, propre sur lui, nickel. Et tu te dis mais putain, ça tilte pas dans sa tête le gars, quoi, que voilà, tout ça là, tout ce qu'il est en train de faire, c'est l'argent des petites vieilles qu'il a tuées. Et non, tu le vois là, bien, fier. C'est choquant. Elle est choquante cette photo. Enfin pour moi elle est choquante. Alors, voilà.
En plus, comme j'ai assisté à cette soirée et que c'est moi qui ai fait la photo, c'est encore plus choquant, quoi. Tu vois, je me dis, j'ai pensé après, quand j'ai su que voilà, c'était lui le tueur et tout ça, à cette soirée-là, je me suis aperçu qu'il était là sans être là, quoi. C'était pourtant son anniversaire. Mais je me suis aperçu finalement que tous les gens qu'il avait invités, c'était pas des amis à lui, c'était que des connaissances de boîte, des connaissances. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais. Moi, j'avais même invité un couple d'amis à la soirée. Je lui avais demandé si je pouvais. Il m'a dit ouais, vas-y, viens avec et tout. Ils se sont retrouvés en photo à l'époque, c'était le Figaro Mag. Il y avait une photo d'une table et ils étaient là en photo. Alors, il y avait les bandeaux noirs, mais bon, on les reconnaissait. J'ai plus de nouvelles d'eux. Hein. Ils n'ont plus voulu me parler, rien. Bon. Alors, j'y suis pour rien, mais j'imagine qu'ils ont eu un peu les boules et voilà, j'ai plus de nouvelles d'eux. Et donc, à cette soirée-là, je me suis aperçu que, comme je te disais, il était là sans être là et qu'il avait des sautes d'humeur. Il passait du type super agréable, super gentil, comme je connaissais, à des colères. Je me suis dit, wow, le space, le mec, quoi. Mais vraiment colérique à un point où il aurait pu tout casser, quoi, dans l'établissement pour des conneries. Je me souviens même pas pourquoi il s'était emporté. Et puis 5 minutes après ou 10 minutes après, il redevenait le gars super cool, super sympa, qui allait à toutes les tables, comment ça va, machin, vous amusez. Voilà, c'était. Mais à part, il y avait son avocat qui était là, à cette soirée-là, il avait un avocat. Et Jean-Thierry Mathurin, voilà, et 2-3 personnes qui étaient ses proches, mais tout le reste qu'il y avait, c'était que des connaissances de soirée et de boîtes qu'il avait rencontrées au Palace, au Bain, tout ça. Mais enfin, lui, c'était surtout le Palace. T'es sûr que Mathurin était là ? À cette soirée-là, ouais, il était là, ouais. C'était censé s'être séparé depuis pas mal de temps. Il était là, il y a même une photo, je crois que c'est dans le Figaro Mag de l'époque qui est sorti, où on voit à la table, on voit son avocat, et juste à côté ou à 2 places après, il y a Jean-Thierry Mathurin qui est là. Mathurin, ouais. Et tu les as plus ces photos ? Ah non, c'est l'AFP qui les a. C'est l'AFP, ouais. Madame Miko Diaz était bâillonnée, les pieds et poings liés. On a retrouvé son corps ce matin même. Ce sont toujours des femmes âgées, toujours agressées chez elles, avec une rare violence. Madame Segaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. La victime, découverte au 4e étage de cet immeuble à 84 ans. On la retrouve les mains liées dans le dos, bâillonnée avec une serviette éponge. Le lendemain, à 100 mètres de là, 77 rue Pajol, on découvre le corps de Marie Choix, 80 ans. Les pieds entravés par un fil électrique, le crâne défoncé. Me dire que ce gars-là que je côtoyais, qui était sympa, gentil, agréable et tout, et puis c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Et derrière ça, c'était un monstre, quoi, parce que faut se souvenir quand même que Paulin, c'est le plus grand serial killer français. Il a dépassé Guy Georges, Petiot, Landru et tout ça, mais finalement, ça a accouché d'une souris, cette histoire, parce qu'il est mort en tôle quelques années après du sida, d'ailleurs, en 89, je crois, il est mort. Et donc, il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais rien eu. Et donc, les gens s'en rappellent plus. Quand tu parles de Paulin aux gens, c'est qui, Paulin, tu vois, la plupart des gens, ils s'en souviennent pas. Alors quand tu leur rafraîchis un peu la mémoire, ah oui, ça me dit quelque chose, mais ça devrait marquer plus les gens, tu vois, parce que ça reste le number one, le gars, tu vois, et je trouve que c'est tombé dans l'oubli, quoi, et la grande majorité des gens de mon âge, ils se rappellent plus. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mais comment tu l'expliques, ça ? Moi, je constate la même chose en faisant ce travail. Déjà, le premier truc, c'est qu'il n'y a pas eu de procès, c'est que le gars est mort, hop, on ferme le dossier, terminé. Et ensuite, je pense que la deuxième cause, c'est qu'il n'y ait pas un journaliste qui s'est dit, tiens, je vais enquêter, quoi, quand même, reprendre l'enquête, le truc, décortiquer ce truc, y aller à fond, en parler, tu vois, faire, je sais pas, alors que c'est le gars qui est le numéro 1 des serial killers dans l'Hexagone, quoi, depuis la nuit des temps. Donc pourquoi il n'y a rien eu sur lui qui devrait faire qu'on se rappelle de ce gars-là, quoi, et qu'on se rappelle de cette histoire et de tous ces meurtres, tu vois. Donc bon, toi tu le fais, c'est bien. Tu vois, c'est bien, je trouve ça bien. C'est bien. Fêtard et flambeur la nuit, assassin de vieille dame le jour, Thierry Paulin, dès son arrestation, est entré dans la galerie des grands criminels du XXe siècle, aux côtés des Landru et des Petiot. Quelque part, il a quand même un peu réussi à devenir une star. Ah ouais,
Oui, c'est sûr qu'il est devenu, en tout cas en France, la star des serial killers. Ça, on peut le dire. C'est, le gars, ça reste le numéro 1. Je suis tombé dessus, tu te dis que tu as vécu ça, que tu as côtoyé le plus grand serial killer français, que tu as bu des coups avec lui, que tu as fait la fête avec lui. Enfin, pour moi, le plus dur, si tu veux, c'est de me dire que j'ai bu, mangé, tout, sur l'argent de ces petites vieilles, quoi, qui ont été tuées horriblement, tu vois, c'est ça, quoi. C'est ça le plus terrible pour moi, quoi. Ça me donne envie de recracher tout ce que j'ai avalé, tu vois, grâce à cet argent, tu vois. Et ça me dégoûte. À une époque, c'est presque si je m'en suis pas voulu, tu vois, d'avoir assisté à ces soirées et tout ça, de me dire, putain, pourquoi je l'ai connu, pourquoi je l'ai rencontré, pourquoi j'étais là. Non, merde, j'aurais voulu ne jamais être là, quoi. T'es un peu le premier avec qui j'en reparle, hein, parce que j'en parle jamais, tu vois. Ma femme est au courant, voilà, mes proches, mais j'en parle pas, c'est pas un sujet que j'aime aborder. Puis j'en ai jamais parlé comme ça, tu vois, donc c'est bien aussi. Je fais ma thérapie. Là, de reparler des années 80, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Moi, la vie que j'ai menée, c'était une belle vie, quoi, parce que c'était la fête. Est-ce que vous viviez pas dans une illusion à l'époque ? Comme tous les fêtards, hein, tu vois, c'est évidemment, tu vois, mais c'était bien, tu vois, c'était bien, on se souciait pas du lendemain, parce qu'on n'avait rien à se soucier de toute façon. Le seul but, c'était de faire la fête, donc on y arrivait très bien. Évidemment, c'était la grande illusion, tu vois, mais c'est ça, la fête, c'est tu vis dans une illusion. Ça a défilé très très vite. La vie ? J'ai toujours fait plein de trucs, quoi. Donc j'ai eu 1000 vies, tu vois. J'ai changé de vie tout le temps. Et j'ai vécu à Paris jusqu'à mes 28 ans. Après, je suis parti 15-17 ans à la campagne, suite à un reportage photo où à l'époque je bossais avec un journaliste de presse écrite. Et on avait couvert l'arrestation de Pototo, le numéro 3 de l'ETA militaire. On avait un pote au RG qui nous rencardait. Et on a fait des photos, j'étais caché dans le coffre d'une Renault 25 dans le parking de la Villette face à la voiture des terroristes. Et en attendant qu'ils arrivent, bon, ils sont jamais arrivés. J'ai fait les photos quand même de la voiture, c'est sorti, on a sorti ça sous des faux noms à l'époque, le reportage. Et j'ai reçu des menaces de mort au téléphone fixe, donc puis c'est toujours pas de portable. Et ça m'a fait flipper, ça a fait flipper ma femme. Ma femme s'est barrée en Angleterre avec ma fille parce que c'était une Anglaise. Moi je me suis barré à la campagne au vert en me disant je vais passer 5, 6 mois, 7 mois et puis je reviendrai. Puis j'y suis resté 17 ans. Et je suis revenu là en 2013-2014. À Paris. À Paris, ouais. Pourquoi ? Parce que là-bas, j'avais ouvert un petit bar-resto à la campagne et j'ai rencontré ma nouvelle femme actuelle là-bas et on a fait un enfant, elle est tombée enceinte et du coup, elle, parisienne à 100%, elle ne voulait pas vivre à la campagne et je me suis dit, je remonte sur Paris. Ouais. Retour aux sources. Retour aux sources, ouais. Mais bon, la photo, là, pour l'instant, c'est fini, quoi. Depuis ce temps-là, j'ai arrêté d'en faire. Et maintenant, je fais de la rénovation d'appartements, tu vois. Ça n'a plus rien à voir. Je fais de la photo, j'ai été restaurateur et maintenant je suis dans le bâtiment. C'est-à-dire que tu rénoves des appartes, tu fais tout, quoi. Ouais, voilà. La peinture, le carrelage, la plomberie. Voilà. On fait du sol au plafond, quoi. Ouais. Alors maintenant, je vais reprendre mon vélo parce que j'ai un rendez-vous très important en banlieue, grâce encore une fois à une auditrice qui m'a mis sur une piste étonnante. 3, 2, 1. Je suis à Montreuil, dans une petite rue, et je me dirige vers une petite maison beige, au volet marron. Et je sonnais une sonnette. Monsieur Mathurin. À suivre. Si vous aimez Cerno, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles dans votre appli de podcast,
ou rendez-vous sur patreon.com/cerno. À très bientôt, et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.